L'un des points forts aussi, alors l'un des points forts en termes de, et ça on va parler, ça c'est en termes de, on va revenir encore sur le point de rentabilité, c'est que pour un entrepreneur, pour un opérateur économique, si vous voulez entreprendre, si vous voulez augmenter les sources de revenus, allez de plus en plus dans des modèles qui vous rapportent de la rentabilité journalière. Et le restaurant est un modèle qui vous permet d'avoir du cash, d'entrée de cash journalièrement. Chaque jour, les gens mangent. Alors, vous pouvez avoir des fluctuations, ça peut monter, ça descend, mais vous avez au moins une certitude que chaque jour, les gens viendront manger. Les gens auront faim. Et ça vous garantit une certaine disponibilité de cash journalière. Et si vous faites du business, vous comprendrez que ça, c'est capital pour un entrepreneur, d'avoir du chiffre journalier. OK? Donc, un élément supplémentaire de rentabilité, c'est de pouvoir aller vers un business model qui a du cash journalier. OK? En sixième point, quand on a lancé son restaurant, il faut savoir que l'un des points forts aussi, c'est que la valorisation de votre restaurant augmente avec le temps. C'est comme l'immobilier. OK? Nous avons investi, par exemple, à l'entrée de jeu, 75 millions à mettre sur pied le restaurant, que ce soit dans la prise des locaux, que ce soit dans les travaux, que ce soit dans la fabrication de tous les mobiliers, de tous les achats, de tout. OK? Et puis aussi l'investissement en termes de recrutement et tout. On a investi 75 millions, mais au jour d'aujourd'hui, à 9 mois, nous avons une valorisation qui est au minimum dans l'ordre des 300 millions de francs. Et c'est une valorisation qui est minimaliste. OK? C'est-à-dire que si un investisseur aujourd'hui, pour racheter la petite villageoise, là où on est, il devra débourser au minimum 300 millions de francs. À 9 mois. OK? Pourquoi? Parce que désormais, en vendant le restaurant, je vends les clients qui viennent. Il y a des clients qui viennent déjà, qui ont déjà… Parce que le plus dur en restauration, c'est de pouvoir conditionner les gens. Parce que les gens ont des rituels. Les gens vont manger dans des endroits. Hein? Ils ont des habitudes déjà. Quand tu te positionnes comme un… que tu fais, quand tu te positionnes comme un nouveau restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois désormais reconditionner les gens. Donc, tu dois les emmener à pouvoir intégrer dans leurs nouvelles habitudes ton restaurant. Donc, quand ils pensent à « Ah, il faut qu'on mange aujourd'hui. On va manger où ?» Il faut qu'ils pensent désormais à la petite villageoise. Et ça prend du temps. Et de plus en plus, ça prend du temps. Plus en plus, il y a plus de gens qui, naturellement, vont manger. Arrivé à un moment donné, vous communiquez moins pour un chiffre d'affaires qui continue d'augmenter, qui ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet levier, l'effet boule de neige au niveau du business de la restauration. Et ça, vous devez le comprendre. C'est la raison pour laquelle, quand une grande marque de restaurant veut vendre son concept, après, ils ne vendent pas que les mobiliers. Ils ne vendent pas que… Ils vendent aussi le nom, la notoriété. Ils vendent le concept. Le concept prend de la valeur. OK? Je connais plein de restaurants à Aqua qui ne communiquent plus. Ils ne communiquent presque jamais. Mais les gens viennent, c'est toujours plein. Pourquoi? Parce qu'on a tellement construit les routes, on a tellement construit dans la tête la marque de ce restaurant que quand les gens veulent manger, naturellement, ils pensent à ça et ils viennent. Et donc, le promoteur n'a simplement qu'à travailler sur la réception et la qualité de service. Et naturellement, en journée, les gens viennent manger. Donc, tu as un chiffre d'affaires qui est garanti. OK? Donc, c'est un élément qui est hyper important. Le temps est un actif dans la restauration. Le temps est un actif, véritablement. Septième point. Alors, j'espère que jusqu'à présent, ça va, que vous prenez les notes, que vous comprenez véritablement. Pour la première fois, nous décidons de livrer les secrets. Nous faisons partie de ces jeunes entrepreneurs engagés qui pensent qu'à chaque fois qu'on évolue dans un secteur d'activité, on va le repartager aux autres. OK? On n'est pas pour le fait qu'on va mourir avec. Non.
on doit le partager pour que d'autres entrepreneurs se lancent dans le domaine aussi et puissent faire la rentabilité. Ensemble, on est plus fort. Ce n'est pas quelques personnes. Ensemble, on est plus fort. D'accord? Le prochain point, c'est la dimension de l'espace dans votre restaurant. Alors, très souvent, quand on veut lancer un restaurant, on se dit, mais si j'ai un restaurant de peut-être 20 places, 30 places, pour moi, ça me va. OK? Il faut savoir que quand vous avez un restaurant de 20 places, ce n'est plus la même chose qu'un restaurant de 200 places. Vous n'attirez pas le même nombre de clients, le même type de clients. Il y a des clients qui viennent parce que 200 places, parce que c'est plus aéré, c'est plus modulable, il y a beaucoup de capacités, de possibilités. Plus vous avez de nombre de places importants, plus vous avez des clients nouveaux, un grand type, un éventail de clients, et vous avez un éventail de possibilités. Je vous prends un exemple. Et c'est un secret que je vais vous partager. Dans le chiffre d'affaires, dans notre chiffre d'affaires, en réalité, près de 60 à 65% du chiffre d'affaires vient des grandes locations événements. OK? Vient des événements. C'est-à-dire quoi? Les mariages, les anniversaires. Hein, il ne passe une semaine sans qu'on ait plusieurs anniversaires, les réservations et tout. Si au bout d'une réservation de 20 places, vous êtes déjà plein, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'une seule réservation va tuer l'activité. Donc, personne d'autre ne pourra venir au restaurant. Et donc, constamment, les gens diront, ah, mais c'est toujours plein. Il n'y a pas de place là-bas. Allons ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de place là-bas. Allons ailleurs. Ça veut dire que si vous avez plus de places, comme nous, on a 300 places, vous avez la capacité de travailler sur votre business model croissant et de pouvoir avoir ce qu'on appelle le filet grand pour pouvoir pêcher le plus de poissons possible. Et ça, c'est une stratégie. C'est la raison pour laquelle nous voulons aller à Bonamoussadi avec 500 places maintenant. 500 places. Et d'ailleurs, on a connu lors des jours, par exemple, comme la fête de l'amour, le 14 février, et la fête des femmes, on était plein à craquer. Les gens venaient et repartaient. Les entreprises se discutaient, mais je veux 100 places, je veux 80 places. Et à un moment donné, on refusait les gens. Donc, l'espace dans votre restaurant est un élément capital. Capital. Ce n'est pas un élément simplement anecdotique, non. C'est un élément capital qui a trait à la stratégie. D'ailleurs, j'ai vu un restaurant, l'un des plus grands restaurants du monde est en Chine. J'ai vu, je ne sais même plus combien de capacités on avait. Je ne sais même plus. Mais c'était énorme. C'était énorme. Peut-être c'était entre 6 000 et 10 000 places. C'était énorme. Énorme. Donc, plus vous avez d'espace, plus vous avez de bons problèmes. OK? Ça vous prend plus de personnel, mais ça fait de bons problèmes. Ça vous donne plus d'ouverture, véritablement. Donc, ensuite, quand vous avez travaillé sur la notion d'espace, 8e point, un élément extrêmement important. Tout à l'heure, on a parlé de communication, mais vous devez avoir en tête la notion d'investissement. Alors, quand je parle d'investissement dans votre restaurant, c'est directement de dire que vous devez pouvoir offrir du gratuit au tout début. Gratuit, ça ne veut pas dire que vous allez faire un buffet, vous allez le laisser gratuitement. Non, ça veut simplement dire que vous allez aller vers les organismes. Vous allez aller inviter les gens à dîner, à offrir du vin, offrir des plats, permettre aux gens de venir goûter ce que vous faites, manger. Vous devez avoir l'esprit ouvert. Hein. Vous ne devez pas être arrêté à une histoire de plat. Hein. Vous ne voulez pas perdre un plat. Non, 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 non. Attention, vous devez avoir l'esprit ouvert. Pouvoir investir chez les gens. Par exemple, dans les débuts, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le soin avec nos commerciaux de pouvoir aller inviter le Big Four de toutes les grosses entreprises à quoi venir dîner et déjeuner gratuitement. Et quand on vient déjeuner gratuitement, on vient vivre l'expérience. On vient vivre une belle émotion dans notre environnement et cette émotion-là reste. Et après, on a envie de revenir. Investissement. Nous devons investir, inviter les organismes à manger.
Je me souviens une fois, j'étais dans les procédures et quand je suis arrivé dans une procédure, j'étais en face d'un procureur et quand j'ai vu le procureur, j'ai dit écoutez, monsieur le procureur, j'ai un restaurant à quoi? Venez manger. Vous avec votre famille, je vous offre 4 à 5 places. Venez avec la famille manger. Et quand vous l'invitez, il vient, il mange, ça fait qu'il a appris de votre activité. Il peut le repartager aux autres. Il peut en parler aux autres. Là, on rentre dans la communication, mais surtout la capacité à investir d'abord au début pour pouvoir gagner. Investir d'abord au début. C'est la raison pour laquelle je parlais des investissements. Quand je parlais de 75 millions, il faut comprendre que dans un business, le business de la restauration, l'investissement ne se fait pas que dans les murs. L'investissement se fait au niveau de l'achat en fait des mobiliers, le lieu, l'investissement au niveau de tous les travaux que vous allez faire, mais surtout aussi au niveau de l'investissement en termes de communication. Parce que vous allez perdre au début. Il faut perdre, il faut accepter perdre pour pouvoir gagner. Ok? Donc ça, c'est un élément hyper important. Prenez véritablement ça en compte. Ok? Et 9e point, qui est un avantage et un atout, c'est que nous sommes encore dans un environnement dans lequel la qualité de service est encore médiocre. Combien d'entre vous sont allés dans un restaurant, ils ont été mal servis, ils ont été maltraités, hein? Même nous-mêmes, on se bat, on se développe au fur et à mesure, hein? Quand on arrive des moments donnés où on a des problématiques au niveau du service, on s'améliore. Mais si vous avez la barre haute, si vous mettez la barre haute dans un esprit de perfectionnement, nous voulons être les meilleurs, nous voulons former de plus en plus nos serveurs à donner une meilleure qualité de service, vous allez surplanter, vous allez directement être remarqué dans l'environnement. C'est un avantage. Nous sommes dans un environnement dans lequel les gens, la qualité de service, ce n'est pas le fort des entreprises. Surtout dans le domaine de la restauration. Les gens se concentrent sur la nourriture, alors qu'il faut se concentrer sur le service. L'innovation constante. Donc, si vous travaillez sur le service, sur l'innovation, sur ce que vous apportez, l'expérience client, vous allez mettre les gens à carreau. Et ça, c'est une réalité du terrain. OK? Donc, c'est un élément hyper important à prendre en compte. Vous devez travailler à ce que les gens qui partent reviennent, les gens qui partent reviennent, les gens qui mangent aient envie de revenir. S'il y a un client qui est insatisfait, je prends un exemple récemment, j'ai eu une difficulté avec le jour de la fête des femmes. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un groupe de femmes qui étaient là et qui étaient agacées par le fait que ça traînait un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire du bruit. Non, on va être servi. Non, on va être servi, on va être servi. Non, non. Et ça a commencé à faire du bruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé, j'ai pris le truc à bras le corps et j'ai appelé au niveau du service, offrez-leur 2 bouteilles de vin. On a offert une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge. Et quand on a offert ça, et tout de suite après, le sourire est revenu et les gens disant, ah mais on reviendra, on reviendra. Pourquoi? Parce que le service, c'est votre fonds de commerce. Le service, c'est votre fonds de commerce. Et ça, c'est un élément sur lequel vous ne devez pas jouer. Travaillez à ce que les gens vivent une belle expérience et qu'ils puissent reparler aux autres véritablement. Et le 10e point qui peut s'apparenter à un piège, véritablement, un piège parce que bientôt nous allons entrer dans les pièges. Hein. On est déjà 10e et dernier point qui est un avantage mais qui peut être un atout, qui peut être un piège aussi. C'est votre présence. Voilà les amis. Quand on a démarré cette activité-là, si vous êtes un investisseur, vous voulez vous lancer demain dans la restauration et vous voulez investir et ne pas être là pour voir ce qui se passe, vous êtes morné. Vous êtes un morné. L'activité, vous ne comprendrez pas les réalités de l'activité. Vous ne comprendrez pas le réseau qui peut se tisser dans votre activité et vous ruiner. Vous ne pourrez pas comprendre. Vous devez être là au moins pour un début de l'activité. Et d'ailleurs, quand l'activité a démarré, au moment de l'ouverture, à 2 semaines de l'ouverture du restaurant, j'ai arrêté tous mes voyages, tous les déplacements. J'avais plein de déplacements à l'international. J'ai arrêté.
J'ai stoppé tout. Parce qu'il fallait être là. Les gens qui venaient venaient pour nous. Parce qu'ils nous connaissent. Ils viennent pour vous. Et si vous n'êtes pas là, vous êtes morts. Point de début, vous devez être là. Votre présence est capitale dans le business. Point de début. Ça fait 9 mois que nous sommes là. Je ne suis pas sorti du pays. Je ne suis pas voyagé longtemps. Je suis là. Je suis présent. Près de 9 mois. Parce que la présence est capitale dans un business comme le restaurant, comme la restauration. Pourquoi? Parce que c'est un business qui repose sur les gens, sur les personnes. Prenez depuis le cuisinier jusqu'au vendeur en salle ou la serveuse. C'est un business qui repose sur les gens. Et on manipule la ressource, la matière première. Donc, si vous n'êtes pas là pour comprendre les réalités, comprendre ce qui se passe, veillez à ce que les clients soient bien reçus, bien servis, qu'il y ait un ensemble de choses, de drainer au maximum les gens. Après, à travers votre réseau, vous allez plomber votre business. Parce qu'en même temps, personne ne prendra le soin, le meilleur soin, ne donnera le meilleur soin dans votre business que vous-même. Et vous devez être présent pour donner le rythme, pour donner le rythme. Même si vous avez un directeur, même si vous avez des gens qui travaillent, vous devez être présent au minimum. Donc quand j'entends des gens qui veulent mettre sur pied un business de restaurant et qui ne sont pas là, comment ça va se passer? Si déjà, j'ai fait hôtellerie, si déjà, moi je connaissais dans l'hôtellerie comment les gens créaient des réseaux en interne pour pouvoir se faire de l'argent dans votre chiffre d'affaires. Si moi je connaissais ça, et d'ailleurs j'ai vu dans d'autres hôtels comment on a démystifié des gangs internes, comment les gens avaient tissé des réseaux internes pour détruire le stock, pour se vendre à eux-mêmes le stock. Moi je connais des bars, je connais des restaurants, des bars dans lesquels, des snack bars dans lesquels les gestionnaires de stock ont leur propre stock. Ils ont leur propre stock. Donc vous venez le soir, vous voyez le monde, les gens dansent, les gens sont bien. Et vous êtes content, vous fumez du cigare en disant « Ah mais tiens, j'ai fait une grande soirée ce soir. » Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, il se vend son propre stock. Il te remplace le stock. Mais si vous n'êtes pas là, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Si vous n'êtes pas présent, comment vous allez faire? Pour démystifier ça, pour combattre le mal. C'est la bataille du mal et du bien. Vous êtes l'acteur contre le chevandi pour combattre le mal. Dans tous les systèmes, quand il y a du vide, le mal se crée. Comment vous allez faire si vous n'êtes pas là? Diaspora, vous qui voulez investir dans la restauration, comment vous allez faire si vous n'êtes pas présent vous-même? Au minimum, un temps pour contrôler. Vous allez faire comment? Pourtant, c'est un business rentable. Pourtant, c'est un business qui est très rentable. Comment vous allez faire? Tout à l'heure, on va parler des pertes qui sont énormes dans la restauration. On va toucher ça. Vous allez voir. Vous allez voir que vous pouvez investir beaucoup d'argent et vous ruiner dans la restauration. Vous allez le voir tout de suite. Donc, vous devez être un minimum présent. Vous devez être présent, les amis, au minimum. Faites ce sacrifice-là. Sacrifiez-vous pour être présent. Sacrifiez-vous. La majeure partie des détenteurs de restaurants sont là. Elles sont là. Je suis parti partout dans le monde. Je suis allé à Dubaï. J'ai vu une maman sénégalaise qui a un restaurant sénégalais à Dubaï. Elle est assise. Elle regarde son business. Elle contrôle son business. Pourquoi vous voulez créer l'exception à la règle? Pourquoi? Vous devez être présent. Présence hyper important. Donc, voilà 10 points hyper intéressants sur comment nous avons fait. Il y a beaucoup d'autres choses, mais comment nous avons fait pour pouvoir amorcer une activité après 9 mois et avoir ce niveau de chiffre d'affaires qui est minimum. Parce que nous avons vu que les prochains objectifs, nous voulons faire après 12 mois 360 millions de francs. Dans les 12 prochains mois. Et donc, ça, c'est grâce à tous ces éléments. Quand on va toucher la partie des risques, des problématiques, surtout des pièges, vous allez mieux comprendre encore d'autres choses. OK? Donc, voilà, je bois un verre d'eau. Avant qu'on entre dans le deuxième point. Deuxième grande partie. J'espère que vous êtes
vous êtes très prêts, vous êtes très concentrés et surtout que vous prenez les notes. Premier piège extrêmement déroutant quand vous voulez lancer le business de la restauration. Le premier piège. Et j'ai vu énormément, et ce piège-là attrape quiconque, n'importe qui se lance dans la restauration. Le premier piège dans votre projet de restauration, c'est le positionnement de votre restaurant. Mauvais positionnement égale difficulté pour votre clientèle cible d'arriver vers vous. Mauvais positionnement égale difficulté de votre clientèle d'arriver vers vous. Moi, je connais des restaurants qui étaient en pleine ville, qui étaient bien installés, qui avaient une bonne clientèle par jour, s'est déplacé pour aller dans l'arrière-plan. Et les conséquences ont été très dures. Très dures. Alors, on ne dit pas que ça ne peut pas fonctionner, mais simplement pour dire que on place un restaurant, si on a l'argent pour investir dans un restaurant, on ne prend pas un espace simplement pour prendre. On ne paye pas un espace de restaurant simplement pour... Écoutez les amis, c'est parce qu'aujourd'hui on veut faire les choses différemment. Est-ce que vous savez que généralement, c'est le besoin qui appelait le service? Ça veut dire que c'est parce que dans un environnement, on avait un besoin pressant que le service naissait, que le business naissait, que les gens investissaient à l'endroit. Ce n'était pas le contraire. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait l'argent et allait créer un service dans un endroit où il n'y a pas le besoin. Non! Ça demande trop de ressources, ça demande trop de temps et vous serez mort avant. Le positionnement est un environnement qui est capital. Avant qu'on ne trouve le lieu de la petite villageoise, on nous a présenté en moyenne une vingtaine de lieux. Une vingtaine de lieux. Avant qu'on ne puisse arriver véritablement à ce lieu-là qui était pour nous un lieu idéal. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'argent pour prendre un local que vous allez prendre un local simplement comme ça. Non. Il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que le lieu est fréquenté? Le lieu est fréquenté par quel type de clientèle? Quel type de cible? Qui je touche directement dans les environs? Qui? Le positionnement. Vous voulez multiplier le restaurant? Réfléchissez d'abord, je le mets où? Dans quel endroit? Dans quel endroit? Je le mets où? C'est un piège énorme qui peut vous permettre de vous pousser à faire faillite très rapidement. Premier piège. Deuxième piège. Le deuxième piège, c'est un élément alors hyper capital, hyper important, qui est le cœur du restaurant. C'est la gestion de votre stock, de votre marchandise. Comment vous allez gérer votre marchandise? Comment vous allez gérer votre stock? Comment, j'ai envie de dire, vous allez même sécuriser votre stock et votre marchandise? Comment vous allez le maîtriser? Ça, c'est l'équation la plus complexe, mais la plus vitale à résoudre, la plus importante à résoudre. Je vous prends un exemple. Quand vous avez une activité, vous faites par exemple, pendant 5 ans, vous vendez 50 gamelles par jour. Quand vous voulez en vendre, vous voulez créer un restaurant, votre resto dans lequel vous allez par exemple produire 300 par jour, il faut comprendre que le business model n'est plus le même. Il faut comprendre que la gestion du stock n'est plus le même. Quand vous étiez à 50 gamelles par jour, vous pouviez acheter votre stock, vous le gérez de vous-même. Très souvent, 1 ou 2 personnes permettent de gérer ça. Vous optimisez. Vous pouvez optimiser, gérer.
Mais quand vous voulez avoir déjà un stock important, quand le stock devient important, il faut savoir que les risques de pénurie deviennent aussi importants. Le risque de prendre et de se voir jeter une partie devient aussi important. Comment j'arrive à gérer mon stock, gérer mes marchandises, le sécuriser? Je prends le service de production, qui est le service de la cuisine. Comment vous faites, par exemple, pour gérer un simple problème comme les pertes en cuisine? Comment vous faites pour gérer les pertes? Les pertes est un gros gouffre à bénéfice. Les pertes au niveau des fruits, les pertes au niveau, si vous faites par exemple un buffet, comme nous, à la petite villageoise, nous avons choisi de faire le buffet. Au niveau du buffet, les stocks de buffet de fin de jour, qu'est-ce qu'on en fait? On jette, on garde, il y a des choses qu'on ne peut pas conserver. Donc forcément, on va perdre. Ok? Il y a une gymnastique, il y a une vraie gymnastique à ce niveau en termes de gestion des stocks. Une évaluation de la moyenne de consommation. Ok? Qui va vous permettre de pouvoir ne pas produire en trop grande quantité au risque de perdre ou de produire dans la moyenne exacte afin de vous permettre de ne pas trop perdre. Sécurité des stocks. Comment vous faites pour que on ne vous prenne pas? Je prends l'exemple de la sécurité simplement. Et c'est d'ailleurs un ami restaurateur qui m'a posé cette question un jour. Il m'a dit, mais Ulrich, est-ce que tu es capable au jour d'aujourd'hui de me dire si ton cuisinier ne te prend pas un seul poulet par jour ou un demi-poulet par jour? Est-ce que tu peux me rassurer ça? Je suis resté, j'ai dit, mais je crois qu'il ne... Il dit, non, tu ne crois pas, erreur. Erreur. Ce n'est pas la croyance, ce n'est pas l'église ici. Ce n'est pas la croyance. Il dit, si ton cuisinier te prend un seul poulet par jour, à la fin du mois, il t'aura pris 30 poulets. Et il t'aura amputé énormément sur ton chiffre d'affaires et donc aura réduit considérablement ton business. Là, j'ai pris le poulet. Allons sur les autres, la surutilisation d'autres éléments, comme par exemple les compléments, comme par exemple les condiments, comme par exemple les éléments. Et ça donne, ça nous amène vers ce qu'on va appeler la notion de ratio. Les ratios. Hein, souvenez-vous, on est quitté des gamelles de 50 personnes. On était encore à l'artisanal. On est passé à l'industriel. Ici, la meuf, quand elle tapait ces éléments, même avec l'œil, le regard, elle sait que je fais telle quantité aujourd'hui, ça me donne en moyenne. Sa marmite, lui, sert de mesurette. Sa marmite, lui, sert de mesurette. Elle sait que si elle fait une marmite, ça me fait tel nombre de gamelles et tout, je gère. La gestion est contrôlée parce que le flair, le feeling, elle permet de contrôler. Mais quand on passe à l'industriel, vous devez pouvoir contrôler ça, mais à travers des outils simples et de fois un peu complexes comme les ratios. Aujourd'hui, pour faire un plat de ndolé, maintenant au niveau du restaurant, j'ai besoin de combien de quantité d'arachide? Combien de quantité de feuilles de ndolé? Combien de quantité de tel élément? Pour faire un seul plat de ndolé, j'ai besoin de quelle quantité de portions dans chaque élément? Il faut aller maîtriser. Il faut aller maîtriser les ratios, le portionnement. Ratio, portionnement. Ah, ici, il y a une grosse mathématique à faire. Hein? Et ça, c'est les éléments les plus complexes à mettre de fois. Parce qu'il faut mettre sur pied, il faut suivre, il faut coordonner jusqu'à ce que ça puisse donner. Et jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on soit à 100% de maîtrise hein, à ce niveau. OK? Donc, conditionnement, comment je conditionne? Stock, marchandises au niveau du bar, marchandises au niveau de la cuisine. Comment je fais pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir maîtriser, pour ne pas perdre à travers les éléments, le ratio, à travers les éléments de portionnement, comment je fais pour les maîtriser? Si par exemple,
au niveau de la cuisine, tous les cuisiniers, par exemple, ont besoin de manger. Bon, chacun se tape une nourriture et puis ils se sortent des gambas, ils mangent quand ils ont faim et tout ça. On ampute directement ton chiffre d'affaires. Quelle est la réglementation à ce niveau? Comment vous faites? Comment vous faites? Donc, il faut rapidement pouvoir portionner les éléments quand ils arrivent. Donc, il faut une gestion, un gestionnaire de stock spécifique qui va permettre que quand les marchandises arrivent, le plantain arrive, il faut le peser. Il faut peser le plantain. Hein, le plantain est arrivé 7 kilos. Nous avons pris 1 kilo aujourd'hui. Nous avons pris 2 kilos. Approximativement, on saura combien il reste. Donc, il faut peser les marchandises. Et il faut les mettre en portions. Les portions. Si le poisson arrive, je sais que si les gambas, j'ai eu 20 kilos de gambas qui sont arrivés, on va recevoir 20 kilos de gambas et on va les portionner en 1 kilo. 1 kilo. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voulons faire le buffet d'aujourd'hui, nous avons besoin de 5 kilos de gambas. Il va prendre 5 portions de 1 kilo de gambas. Si vous ne maîtrisez pas ces éléments, vous allez perdre énormément en restauration. Vous allez croire que vous gagnez, vous allez perdre. Et donc, quand vous allez vous réveiller en plein jour, il sera trop tard. Vous n'aurez plus le stock, vous n'aurez plus les bénéfices, vous ne pourrez plus payer vos charges. Game over, vous êtes mort. Game over. Gestion de sécurité des stocks, sécurité des marchandises. C'est le casse-tête chinois. Comment tu fais? Comment tu arrives à organiser ça, à bien sécuriser? Ici, à ce niveau, je discute beaucoup avec mes amis restaurateurs. Il y a un tas d'histoires. Il y a tellement d'histoires à ce niveau. Tellement d'histoires. Des scénarios probables et improbables. Il y a des gestions de trafic internes qui sont probables et improbables. Donc, si vous n'êtes même pas sur place, et ensuite, même quand vous êtes sur place, si vous n'arrivez pas à bien contrôler ça, vous allez perdre. Ça, c'est clair et c'est évident. Donc, quand on a travaillé à bien portionner, à savoir que pour un plat de ndolé, généralement, j'ai besoin de tel niveau d'ingrédients, tel nombre d'éléments pour pouvoir faire le plat de ndolé, mais surtout aussi pour pouvoir, ce qu'on va appeler, garder la régularité des saveurs. Ce qu'on va appeler, les gens à revenir, régularité des saveurs. Quel que soit le cuisinier qui vient, qui travaille dans toute l'équipe, les gens doivent savoir que c'est devenu comme, vous savez, en termes de recettes. Vous avez créé les recettes. Quand on vous dit, par exemple, pour faire un plat de ndolé, vous allez pour telle recette, tel élément, vous devez avoir ces quantités-là au millimètre près qui vont permettre que, en dehors du chef, que le sous-chef et que les cuisiniers puissent pouvoir produire ces éléments-là et avoir, après de 70 à 85% la régularité au niveau des saveurs. Hein? Il y a des jours où le ndolé peut être parfait, exquis. Hein? Parce que, par exemple, vous avez, il y a eu la main. Il y a toujours, dans la restauration, il y a toujours la main de la personne. La main de la personne. Hein? Le gars, il te tourne le truc. Il sait ce qu'il fait, à quel moment. Ça donne un goût spécifique. Des fois, on te dit que cette nourriture ici, je sens que la dame n'était pas là. Ou bien le cuisinier n'était pas là aujourd'hui. Donc, vous devez travailler, quand c'est à l'industrie, de garder au moins 70 à 85% de régularité au niveau de la saveur. Sinon, vous serez dépendant d'une ou deux personnes dans votre cuisine. Et comme c'est le secteur de la production, vous êtes mort. Vous êtes mort. OK? Sécurité des stocks, ratio, proportion et tout, recette et conservation de la régularité des saveurs. Donc, vous pouvez être en train de faire à l'artisanal, vos business fonctionnent, mais quand vous montez en restauration, pam, chute totale. Les clients trouvent que la nourriture n'est plus bonne. Et nous, au début, on a eu ça, quelques semaines près. On a dit, waouh, mais la nourriture était super bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, il fallait résoudre ça. Il fallait résoudre ça. Et la restauration, c'est un domaine tellement ingrat que vous pouvez faire de la bonne nourriture aujourd'hui. Demain, si les clients n'apprécient pas, ils partent. Ils partent. OK?
Donc, régularité au niveau des saveurs. Ça, c'est le piège 3. La majeure partie, à un moment donné, n'arrivent pas, sont irréguliers au niveau des saveurs. Et ça, c'est un vrai problème. Élément 4. Casse-tête chinois. Voici un autre casse-tête chinois. On va en parler aujourd'hui pleinement pour que vous puissiez... Aujourd'hui, on révèle tous les secrets, tout ce que nous avons appris. On vous les donne aujourd'hui dans cette formation ou dans cette vidéo. C'est ensemble qu'on est plus fort. Quatrième point. Quatrième point, c'est l'approvisionnement. Si vous ne maîtrisez pas l'approvisionnement, les achats et l'approvisionnement, vous êtes mort. Vous êtes mort. Chez les restaurateurs, chaque restaurateur se bat pour avoir le prix le plus bas à l'achat. Si vous achetez le plantain, vous voulez acheter le plantain un peu plus en grande quantité pour acheter moins cher. Si vous achetez le poisson, vous devez pouvoir vous approvisionner en grande quantité pour avoir le prix le plus bas. Et quand vous avez le prix le plus bas, au niveau de l'achat, c'est bas, vous travaillez à ce qu'au niveau de la vente, vous augmentez vos gains et vos bénéfices. Ça, c'est une des raisons. Maîtrise de l'approvisionnement. Qui va vous approvisionner? Qui va faire vos achats? Quand on sait que celui qui fait les achats, arrivé au marché, s'il ne sait pas vos intérêts, il va tout de suite, parce qu'il n'en a rien à foutre, il n'en a rien à scier, il va créer son tunnel et son réseau d'enrichissement et vous allez acheter à un prix non concurrentiel et vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Qui fait vos achats? Qui approvisionne? Qui sont vos fournisseurs? Comment vous vous approvisionnez? En grande quantité, journalièrement. Si vous approvisionnez en détail, vous perdez. Vous perdez énormément. Donc, vous allez vous approvisionner pour certains produits en masse. Certains autres, pas forcément en masse parce que la conservation et tout. Mais comment vous vous approvisionnez? Un des deuxièmes points importants pour lesquels vous devez vous approvisionner, c'est que le marché de la nourriture et des provisions fluctue énormément. En fonction des saisons, par exemple, vous avez les gambas, pour un simple produit comme les gambas, qui varient. Il y a de cela 1 à 2 semaines, les gambas étaient passés, le kilo, je crois qu'il était passé à près de 9 000 francs. 9 000 francs. Alors qu'en période basse, on était à pratiquement 5 000. Alors, vous voyez que si vous allez au marché que jour après jour, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez les gambas à 5 000 aujourd'hui, c'est bon. Le lendemain, quand vous allez au marché, on vous dit non, c'est passé à 9 000. Donc, ceux qui ont le stock de 5 000 peuvent continuer de vendre et maintenir leur prix sur le marché, quelle que soit la saison. Mais vous ne pouvez pas. Parce que vous tentez, vous perdez. Et si vous dites, ah non, je n'ai pas les gambas parce que aujourd'hui, il n'y a plus les gambas au marché, c'est cher, vous perdez la clientèle parce que l'autre, il a les gambas. Approvisionnement, capacité d'approvisionnement, capacité de négociation pour baisser le prix moins cher, pour pouvoir gagner en gain et en bénéfice plus cher. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça véritablement. C'est ça. Vous voyez que si vous aviez pris le business de la restauration à la légère, vous vous étiez dit, oh non, mais si je n'ai pas échoué partout, je peux réussir là-bas. Vous comprenez que seulement à l'explication, si vous devez passer à l'industrie, vous êtes mort d'avance. Vous êtes mort d'avance. Une petite anecdote. Un jour, j'ai discuté avec un maître d'hôtel que j'ai recruté qui avait fait 20 ans dans la restauration. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre confirmation d'un autre aussi, mon ami, comment on l'appelle? Je l'appelle DG, hein, c'est mon ami. Il avait un restaurant, il a fermé son restaurant. Il a beaucoup d'expérience, il travaille aujourd'hui pour d'autres restaurants. Il me dit chaque jour,
Ulrich, souviens-toi que les restaurateurs, c'est des voleurs. Et j'en rigole toujours, il dit, mais tu arrêtes, arrête-moi ça. Il me dit, les restaurateurs, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Et donc, il le dit parce que c'est un secteur d'activité dans lequel, si vous perdez la maîtrise, vous perdez votre chiffre d'affaires. Vous perdez vos bénéfices. OK? Donc, approvisionnement, c'est un élément important. Élément important. OK? Pour un début, vous allez voir, tous les grands restaurateurs ne confient pas leurs achats à n'importe qui. Ne confient pas, erreur fatale. Vous recrutez quelqu'un, vous mettez aux achats. Les achats, c'est un point sensible. Sensible. On ne le confie pas à n'importe qui. Très souvent même, les promoteurs vont eux-mêmes faire leurs achats. Ils vont eux-mêmes négocier. Des fois, je prends ma voiture, je m'en vais à juste la petite zone en allant vers l'ouest, là, à quelques kilomètres d'ici à la sortie de la ville. Je fais les achats en grande quantité à la sortie des champs là et je reviens avec. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis sur pied le projet Agroénergie, qui est un projet dans lequel cette année nous allons récolter près de 200 tonnes de bananes plantains. Avec un autre projet dans le poisson, les énergies, pour pouvoir baissé de plus en plus le coût des achats et augmenter notre marge de bénéfice. D'accord? Donc, approvisionnement, c'est un élément extrêmement important. On vous a donné toutes les raisons pour lesquelles vous devez maîtriser l'approvisionnement. Vous devez optimiser l'approvisionnement. 5e point, c'est être absent pour un temps minimum. Ça, on l'a vu dans les points forts. Ok? Si vous voulez investir et vous pensez que vous ne serez pas là, sachez que quand il y a la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, il y a des choses qui se créent. Quand il n'y a pas de contrôle, de suivi, vous n'êtes pas là pour comprendre les réalités du terrain. Il y a ce qu'on appelle les prévisions du terrain. Et il y a ce qu'on appelle les réalités du terrain. Les réalités du terrain seront toujours là. Et vous devez être là, présent, pour comprendre ces réalités, afin d'apporter les modifications, d'apporter les gestions, au moins pour un bon nombre de temps. Ok? Il faut vraiment comprendre. Et je m'explique beaucoup plus à la diaspora qui est avec nous. Il faut comprendre que dans notre environnement, la raison pour laquelle beaucoup de diasporas ne veulent pas revenir, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que notre marché ne répond à aucune norme. Notre marché ne répond à aucune norme. Si vous voulez venir entreprendre ici, vous devez venir passer un petit moment ici, comprendre comment les gens font. Nous, on a mis sur pied un restaurant, on a acheté les cuillères et les fourchettes. Les gens viennent faire la fête et ils volent les fourchettes et les cuillères. Ils partent avec. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Alors, si vous êtes en Europe, vous êtes assis, vous construisez un truc, vous ne venez même pas contrôler. Vous ne voyez pas. On vous dit qu'on paie les cuillères, les cloches sur la table du restaurant. Les gens volent et les mettent dans leur sac. Ils rentrent avec. Vous comprenez les réalités du terrain? Vous comprenez ce qui se passe? Si vous n'êtes pas là, comment vous allez faire? On va vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Vous allez dire, mais le personnel, ils sont des malades. Comment vous allez faire? Quelqu'un vient, il trouve un couvert lui plaît, il dit, mais ce couvert-là me plaît bien, un peu doré, un peu en or, il finit de manger, ou il essuie, il met dans son sac. Récemment, durant l'une des fêtes, un client a pris un micro, le micro d'une enceinte Bluetooth qu'on avait. Il ne savait même pas que le micro était configuré avec son baffle Bluetooth. Donc, il ne pouvait rien faire avec. Il l'a mis dans son sac. Il voulait partir avec. Hein, nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de règles. Si vous ne savez pas que vous allez venir dans l'environnement sans règles, créez vos règles, vous allez échouer dans cet environnement. Vous allez échouer. Vous allez créer des choses, vous allez dire que ça ne marche pas. Non, vous devez venir apprendre. Chaque environnement de business a ses règles. Vous devez revenir, apprendre les règles, noter, mettre dans le business model, apprendre des règles, noter, mettre dans le business model, créer les pare-feux, créer les éléments pour contrer. Oui, il faut faire ça. Sinon, vous allez perdre. Vous allez perdre. OK? Donc, c'est un élément hyper important. Vous devez être là pour un moment donné. C'est un piège d'être absent pour un moment donné. 6e point, 6e piège, c'est la qualité des ressources humaines. Alors, quand on a lancé ce projet,
nous avons lancé les recrutements pour les serveurs, pour les maîtres d'hôtel, pour les cuisiniers. Nous nous sommes rendus compte d'une chose très grave en termes de ressources humaines, c'est que dans la restauration, les ressources humaines, à partir des serveurs, à partir des cuisiniers, serveurs, cuisiniers, chef de salle, maître de salle, les bons éléments dont vous aurez pour votre restaurant qui vont épouser l'idéologie, vous devrez les former. Et quand on a lancé l'appel d'offres, quand on a lancé le recrutement, on a eu des centaines d'offres, de personnes, de serveurs qui sont venus, et même les serveurs qui sortaient des écoles d'hôtellerie ici. Mais pour la plupart, on s'est rendu compte qu'il fallait les former à nouveau. Il fallait les former à nouveau. Vous voyez quelqu'un qui a une licence en service, il ne comprend même pas ce qu'on appelle la connaissance des produits. Il ne connaît pas. Du moins, s'il connaît ça théoriquement. Mais il ne sait pas que le serveur, ici, est celui qui est en face du client. Donc, est celui qui induit la montée du chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires peut monter ou descendre en fonction de lui. Donc, si vous avez un meilleur serveur qui maîtrise le produit, qui par exemple, on arrive, il n'y a pas de ndolé, il dit « Ah, monsieur, votre ndolé, aujourd'hui, le magnifique ndolé n'est pas… On a fini, c'est juste fini à l'instant. Mais rassurez-vous, nous avons du coquille fait maison, ou nous avons le coq. Les deux là, je prends sur moi. Goûtez-le, si ça ne va pas, voilà, je vous rembourse. Ou bien vous… Et puis, il y a des choses. Nous avons un meilleur vin. Votre vin là est terminé hier. Mais nous avons un meilleur. Je vous en prie, goûtez-le. Vous ne serez pas déçus. Celui qui a la puissance, la capacité de pouvoir comprendre le mental, de pouvoir accrocher les clients, de leur permettre d'être irrésistibles et de pouvoir consommer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le serveur. Et les serveurs, c'est ce qu'on appelle… Le serveur, ce n'est pas un diplôme, c'est un état d'esprit. Il connaît la vente, il maîtrise la vente, il connaît les produits. Il est capable de te dire « Ah, monsieur, vous aimez le ndolé ?» Oui, parce que le ndolé, la capacité du ndolé, c'est qu'il te vend le ndolé, il te vend un vin par rapport à la nourriture qu'on a acheté. Ça, il connaît. Ce type de serveur-là, il n'y en a pas. Et s'il y en a, il y en a en très faible quantité. Ce sont des professionnels qui sont déjà ailleurs, qui sont occupés. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Soit de débaucher, payer plus cher, soit de former vous-même. Ben oui. Ou soit de vous contenter d'avoir ce que j'appelle le service bas de gamme de la majeure partie des gens qui veulent simplement être des serveurs. Bas de gamme. OK? Pareil pour les cuisiniers. Vous n'aurez pas forcément le cuisinier qui a exactement la main de ce que vous voulez, à la touche de ce que vous voulez. Et pour connaître le cuisinier qui aura la touche, souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure en début, je vous ai parlé de ce qu'on a de la passion pour le métier, la technique. Vous devez avoir quelqu'un qui s'y connaît, le métier, la technique. C'est pour ça que la personne pourra donner la vision où on va en termes de cuisine, les saveurs, les goûts, où on est en train d'aller au cuisinier. Si vous laissez le cuisinier donner son orientation, il plombe votre vision. Il plombe votre vision. OK? Donc, c'est un élément hyper important. OK? Trouver ou fabriquer son cuisinier. Voilà, c'est la question. Doit-on trouver son cuisinier ou le fabriquer? On a essayé plusieurs. Finalement, on travaille de plus en plus à susciter le gars qui a le courage, l'envie. Il sait bien cuisiner. On lui donne la vision, on le forme à manager. On suscite notre propre chef de cuisine. Pareil pour le maître de salle. Le plus dur ici, c'est d'avoir dans tout ça des gens qui sont de bonne foi. Surtout le maître de salle. Un jour, j'ai eu un maître de salle qui a appelé son jeune frère et lui a dit « Écoute-moi très bien.
ça fait 25 à 30 ans que je fais ce métier. Sache que véritablement où nous on gagne, c'est le vol et les surfacturations. Et le jeune était choqué parce qu'il n'était pas de ce type. Et c'est d'ailleurs bien après qu'il nous a dit que, bah oui, c'est effectivement la proposition que j'ai eue de pouvoir voler et surfacturer. Vendre en salle et ne pas déclarer. Sachez qu'un réseau peut rapidement se tisser dans votre restaurant. Ainsi, le maître de salle travaille avec les serveurs. Il tisse avec les serveurs. Le serveur qui tisse avec le caissier et le barman. Donc, au bout de une chaîne de 3 à 3, on est capable de te mettre à terre ton restaurant. Le cuisinier aussi. Dès lors qu'il y a une petite chaîne qui est mise là, c'est terminé. Game over. Game over. Donc, il faut comprendre véritablement que la ressource humaine ici est très complexe. La ressource humaine est très complexe. Parce qu'on vend le service. Ce n'est pas tant la nourriture. La nourriture, oui, on voit la nourriture, mais c'est le service qui est au-delà. Vous avez vu des gens qui partent, la nourriture était bonne, mais je ne reviendrai plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une mauvaise expérience. D'accord? Donc, la ressource humaine, c'est un casse-tête chinois dans lequel il faut travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a un institut d'art oratoire dans lequel nous apprenons aux gens à mieux communiquer. Nous formons ces serveurs-là au fur et à mesure en communication, en vente. Nous donnons tous les éléments. Et ça, c'est intéressant. OK? Et un des points pièges, encore. Un des points supplémentaires pièges, c'est de penser que dans tout votre personnel, nous par exemple, nous avons 25 personnes qui travaillent, un personnel stable, 25 personnes. Le piège, c'est de penser que dans les 25 personnes, il y a un commercial qui est le vendeur. C'est une erreur grave. Toutes ces personnes sont des vendeurs. Et vous devez travailler à ce que chaque personne qui travaille dans ce restaurant puisse recommander. Dans toutes les familles, il y a des organisations, il y a des événements et tout. Et toutes ces personnes-là doivent pouvoir parler de votre restaurant, de parler de votre entreprise autour d'eux pour qu'ils viennent les soumettre. Même s'il faut que derrière vous mettiez un système de commission. Il le faut. Même s'il faut que chaque mois, ils puissent avoir un peu plus que leur salaire, plus des bonus, puissent avoir des bonus. Ça, c'est un élément hyper important. Tout le monde est vendeur. Tout le monde est un vendeur. Du portier qui accueille les gens, qui voit les gens passer. Ah monsieur, bonjour, venez regarder. Ah oui, non, c'est pas cher, venez regarder. Le portier, il commence à attirer les gens. Dès qu'il entre, le serveur est déjà venu pour prendre. Et le serveur en parle aussi dans son environnement. OK? Donc, tout le monde est vendeur. Ce n'est pas que les patrons, ce n'est pas que le commercial. Ça, c'est un élément très important. Et donc, un autre élément, c'est le personnel très sensible. Alors, on va revenir sur le personnel. Le personnel dans la restauration est très sensible. C'est un personnel qui est très variant, qui est très changeant. Le problème, la raison pour laquelle nous on a voulu créer une école, c'est que vous allez voir, les gens vont venir, si vous n'avez pas une politique de sauvegarde qui garde les gens vont venir et partir, et vouloir partir. Les serveurs sont instables. Donc ils apprendront, ils seront formés et ils partiront. Les cuisiniers sont instables. Et donc vous avez un ensemble de personnes comme ça, si vous n'avez pas une vraie politique qui les garde et qui, une main dure de ressources humaines qui travaille à les manager, à vraiment bien gérer ça, vous aurez beaucoup de problèmes avec les serveurs. Je connais beaucoup de gens qui perdent les serveurs. Le ratio de changement de serveurs et de personnel, c'est au moins 4 sur 10 par mois. Je connais beaucoup d'endroits. 4 sur 10 par mois. OK? Donc, c'est les éléments qu'il faut beaucoup voir. Souvent parce que le cuisinier a lui-même ses traiteurs qu'il a au quartier. Le serveur a lui-même ses petits traiteurs aussi il va avoir des gombos ponctuels. Quand par exemple, il a 6 000 francs par jour, quand il compte son salaire, ça lui donne 6 000 francs. Si on lui donne 15 000 francs la journée, il va te dire « Ah tiens, je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas me lever du lit. »
Un jour en passant, peut-être que vous êtes invité dans la cérémonie dans laquelle il est serveur, vous allez le retrouver là-bas. Ok? Donc, personnel très sensible à fleur de peau, qui est très complexe à manager et qui parce que le personnel, dans la restauration, le personnel est en contact direct avec les clients. S'ils ne sont pas bien traités, ce contact-là va vous créer les problèmes. Hein, vous voyez la complexité. Le personnel touche les produits, le personnel est là, au niveau du cuisinier, au niveau du serveur, le gestionnaire de salle, le barman. Si vous avez une équipe qui est mal à l'aise, une équipe qui est mécontente, une équipe qui ne bosse pas bien, qui n'est pas... Si vous perdez, en fait, la gestion au niveau de ces ressources-là, parce que c'est eux qui te produisent, qui te font le chiffre d'affaires. Si vous perdez la main dessus, il y a de fortes chances que ça se répercute sur les clients. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc, un 9e point, piège dans la restauration, c'est ce que je vais appeler la destruction et la détérioration du matériel. Voilà. Donc, destruction du matériel. Sachez que quand vous achetez 300 couverts et que vous faites par exemple des soirées banquets comme nous, dans l'organisation de la fête, vous allez perdre des verres. Vous allez perdre des plats qui vont se casser. Vous allez perdre, même dans le rangement, vous allez en perdre. Vous allez perdre énormément de choses. Les clients vont emporter les cuillères, emporter les fourchettes, emporter plein de choses. Et donc, ça, c'est véritablement un élément à prendre en compte. Si vous ne comprenez pas que, d'où vêtement un effet strict, vous devez être strict dans la conservation, dans le stockage et dans la gestion des choses, vous allez perdre énormément de matériel. Énormément de matériel. Et ça, vraiment, c'est un point qui fatigue les entrepreneurs dans la restauration. Destruction du matériel. Un autre point aussi important, qui est le 10e point, l'entretien coûteux des lieux. Entretien des lieux. Coûteux. Alors, si vous voulez être les meilleurs comme nous et avoir un lieu qui brille du premier jour, 2 ans après, ça continue de briller et encore plus, il faut savoir que chaque semaine, il y a des travaux à faire. Il faut changer des lampes, il faut changer les murs, il faut rafraîchir les murs. Quand rapidement, il y a un plafond, un staff qui se déchire, il faut rapidement le changer. Quand vous avez une sauce qui s'est versée sur un mur ou quelque chose, il faut rapidement le nettoyer. Il faut avoir un service de nettoyage de propreté qui est super réactif. Et croyez-moi, ça a un coût énorme. C'est la raison pour laquelle vous voyez, la majeure partie de nos entreprises ici de services ne sont pas compétitives face aux Libanais, aux Chinois, aux Européens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont pris en compte ces éléments. Entretien permanent. Après, à un moment donné, on remplace les lampes qui ne fonctionnent pas. Hein, vous venez, les lustres commencent à être... Il faut les nettoyer, il faut ranger, il faut apprêter. Moi, je suis allé à Dubaï. J'ai vu qu'à Dubaï, l'hôtel dans lequel j'étais logé, chaque soir, ils avaient un service interne, ce qu'on appelle les nettoyeurs, là, les lustreurs, les matériaux de lustreurs. Chaque soir, on lustre le marbre. Je me demandais, mais comment les gens font pour être toujours beau comme ça? Non. Chaque soir, à 23h30 minuit, le lustreur est là. Il lustre pour que ce soit beau. C'est le prix à payer pour être dans le standard élevé, pour être beau et pour être toujours chic. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez par exemple nos institutions gouvernementales, hein, les lieux publics, comment sont les lieux publics? C'est délabré, c'est sale et tout ça. Parce que la bataille de l'entretien des lieux a été perdue. La bataille a été perdue. D'ailleurs, on est en train de se battre pour que nos stades qui sont flambant neufs, la question c'est qui va les entretenir? Qui va permettre de gérer les coûts d'entretien? Qui va les gérer? C'est un problème énorme. Là-bas, c'est public. Ici, c'est privé. Si vous n'entretenez pas, les gens vont dire « Ah, ils ont perdu de leur chic. C'était avant.
Donc il y a un nouveau maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est un problème important. C'est le piège important dans ce business. Onzième point, ce sont les taxes et les impôts. Oh là 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 là. Le premier jour qu'on a ouvert, quelques jours avant l'ouverture même, une semaine avant l'ouverture, on avait déjà mis la plaque. Je voyais déjà les responsables des taxes des communautés qui se chauffaient devant le restaurant. Ils rigolaient. Il y a la taxe de la musique, la taxe des artistes musiciens, la taxe de tu es communauté de quoi tu as communiqué ton entreprise. Il y a tout type de taxes qui va venir. Tout type de taxes. Et restez calme. Ils n'attendront pas que tu ailles payer à la commune. Eux-mêmes, ils viennent chez toi tous les jours s'asseoir. Paye chez moi. Ils ont les facturiers en main. Il dit, tu payes, je te donne la facture. Est-ce que ça arrive dans les caisses? Je ne peux pas savoir. Je ne sais pas. Et pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir un service qui gère les impôts. Un cabinet solide qui est capable de leur opposer la loi pour leur dire, je suis un restaurant. Je ne suis pas un snack bar pour payer les frais. Nous, on a payé les frais, on a payé tellement de choses. On vous dit, paye les frais de taxes des musiciens, paye les frais de taxes de jouer la musique, paye les frais de taxes de tout. On va chercher à vous arnaquer. La pression va être énorme. Comment vous allez faire? Et donc, quand les gens arrivent, directement, je leur envoie au cabinet Audicor, qui est le cabinet de Herman Biloa, qui est très puissant et très percutant, qui les appelle tout de suite et qui met le feu aux fesses. Non, 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 on ne peut pas payer ça parce que la loi dit qu'on ne peut pas payer ça. Bien sûr, pour certains éléments qu'il faudra gérer à l'amiable, vous allez gérer. Hein. Nous sommes dans un système dans lequel il faut être très flexible, très flexible. Et les choses qu'il faudra gérer à l'amiable, vous allez pouvoir gérer. Mais vous vous amusez, les impôts et les taxes vont vous mettre à genoux. Impôts et taxes. Comment vous allez gérer ça? Et donc, il faut maîtriser, d'où le terrain. Il faut maîtriser le terrain. Il faut maîtriser le terrain. Il faut être là pour bien voir comment ça se passe. Donc, si vous n'avez pas les capacités de bien comprendre, de bien gérer les taxes et les impôts, vous allez être phagocyté par le système. Le système va vous tuer. Le système va vous broyer. Hein? Et donc, faites-vous entourer des gens, des personnes qui comprennent le système, qui comprennent aussi les lois, les réglementations en vigueur et qui peuvent vous protéger. Parce que vous n'avez pas forcément toutes les informations à votre portée pour pouvoir résister à ces personnes qui sont très nuisibles, qui vous empêchent de travailler. Le 12e point et l'un des derniers points, c'est la notion d'énergie, électricité. Électricité, oh là 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 là. En tant que restaurant, vous allez avoir des congélateurs, vous allez avoir des chambres froides, vous allez avoir des frigos, vous allez avoir plein de trucs de conservation, vous allez avoir des clims, vous allez avoir même de la musique éventuellement, les amplificateurs qui vont vous consommer l'énergie. Le premier mois, nous avons fait ouvert, notre facture d'électricité est venue 400 000 francs. Le deuxième, il est monté, je crois que c'était dans un cumul, on est monté à 700 000. 700 000. C'était incroyable. On était là, on bavait, on me dit, mais c'est quoi ce truc? On va travailler en fait pour payer l'électricité. On va travailler pour payer l'électricité. C'était incroyable. Je donne une statistique. Écoutez, en exclusivité, tous les industriels, tous ceux qui font poissonnerie, restauration, salle de fête, hôtellerie, volent le courant. Vous avez bien compris, hein? Ils volent le courant. Est-ce que je vous pousse à voler le courant? Non, je vous parle des faits. Si vous êtes de la diaspora, si vous êtes d'ici, vous allez comprendre que la notion de courant, électricité, va être un problème qui va se lever tout de suite que vous allez ouvrir. Vous allez voir, vous allez constater vous-même. Comment vous allez faire? Vous avez le choix. Soit d'optimiser en faisant descendre votre consommation, donc en ayant les éléments qui consomment moins d'énergie, en communiquant au service, aux gens de pouvoir couper les clims, couper les éléments, couper, jusqu'à un certain seuil. Soit c'est de trouver les stratégies en amont dans notre système pour pouvoir minimiser votre consommation d'électricité. Nous sommes dans un environnement très flexible
vous saurez exactement comment faire. Mais trouvez le moyen de réduire ce cercle infernal d'énergie électrique. Voilà. C'est un cercle infernal. Vous devez trouver le moyen de régler ça. Sinon, c'est un grand gouffre. C'est un gouffre incroyable qui va réduire votre chiffre d'affaires, non pas le chiffre d'affaires, votre bénéfice. OK? Donc, il va réduire complètement votre bénéfice. Donc, ce que vous payez en termes de charge, vous ne le gagnez pas en termes de bénéfice, naturellement. OK? Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, peut-être comme 13e point, c'est que la restauration a aussi beaucoup de charges. D'accord? Il y a beaucoup de charges, liées au personnel, les ressources humaines, les gens qui travaillent avec vous, il y aura énormément de pans et tout au niveau des charges qui vont se lever. Et donc, il faudra travailler à maîtriser les coûts. Donc, la maîtrise des coûts. Donc, au-delà de tout, travailler à maîtriser les charges. Votre rentabilité va vraiment être indexée à cette capacité à maîtriser les charges. Et ça, vous devez travailler véritablement pour ça. Donc, est-ce que c'est en 9 mois qu'on a pu maîtriser toutes ces informations que je viens de partager avec vous? Non! Ça fait exactement 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on est dans le business. Et les choses qu'on a compris rapidement, pourquoi? Parce qu'on est dans le business depuis 6 ans. On sait communiquer, on sait la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines, la gestion de plein de choses, on les connaît déjà. Maintenant, plus ajouter les 9 mois d'expérimentation et d'expérience, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous engager dans un domaine comme ça avec beaucoup de confiance, en se disant qu'on est capable de pouvoir mettre sur pied, de pouvoir maîtriser ces éléments-là et surtout d'amorcer ce qu'on va appeler, parce que le but en fait c'est de créer une chaîne de restauration. Voilà. Chaîne restaurant. OK? On a mis sur pied le premier point à Douala, à Akwa. Le deuxième point également va rester à Douala parce qu'on ne peut pas partir de la ville comme ça. La présence nous oblige à rester dans la ville. Présence nous oblige à rester dans la ville. OK? Donc on a un deuxième point qui sera le lieu, le premier, Akwa, le lieu, le deuxième, Boulam Sadi. Et le troisième point, effectivement, on pourra ensuite aller dans une autre ville, véritablement, et pouvoir s'implémenter. OK? Donc, c'est une chaîne de restaurants. On veut être les meilleurs dans ce domaine et ça demande beaucoup de travail. On n'est pas dans le déni du travail qu'il y a à faire. Non, on a pris conscience du travail qu'il y a à faire et on s'est préparé pour aller déployer ça. Les 9 mois d'expérience nous permettent, au niveau du déploiement du prochain point, Aboulamou s'est dit d'aller un peu plus vite. OK? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a vu la rentabilité, on a vu le travail qu'il y a à faire, on a vu le niveau d'investissement et nous appelons effectivement à tous ceux qui souhaitent faire partie de l'aventure, qui ont de l'argent en banque, mais qui le laissent perdre de la valeur en banque. Venez investir dans nos activités. Investissez en nous. Investissez dans les business models clairs, solides, sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous travaillons sur le terrain. Nous avons des entreprises qui fonctionnent. Nous embauchons des gens. Nous avons près de 50 personnes, près de 70 dans le groupe désormais. Nous allons passer avec le deuxième point à environ 125 personnes que nous allons employer, qui ne seront plus au chômage. Quand on sait qu'au Cameroun, une personne nourrit au moins 10 autres personnes dans les familles, nous allons, dans les 120 personnes, créer environ 1200 personnes stabilisées dans notre société. Venez investir avec nous. Si vous avez l'argent en banque, investissez avec nous, véritablement. Dans la création du deuxième point, nous allons déployer 100 millions. 100 millions de déploiement de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, le déploiement d'investissement que nous allons faire. OK? Vous avez la possibilité d'investir votre argent juste pour revenir. Ceux qui vont investir, donc vous avez la possibilité d'aller toucher jusqu'à 40% de retour sur investissement. Tous ceux qui investissent à partir de minimum, c'est 250 000, de 250 000 jusqu'à 2 millions. Vous avez 40%
de retour sur investissement. Donc, si vous mettez 1 million, vous avez 1,4 million qui travaillent pour vous. OK? Vous avez 400 000 qui travaillent pour vous pendant 12 mois. Vous allez voir combien par mois vous travaillez, votre argent génère. OK? Entre 2 millions et ceux qui investissent 5 millions, vous avez un retour sur investissement de 50%. 50%. Ça veut dire que si vous avez 2 millions, vous aurez 3 millions. Donc, vous aurez 1 million après un an. Divisez 1 million par 12. Vous allez voir que ça vous fait environ 80 000 par mois. Votre argent travaille 80 000 chaque mois pour vous. OK? Si vous avez 5 millions, vous avez 7 millions et demi. Donc, 5 millions plus 2 millions et demi, après un an, 2 millions et demi divisé par 12, vous avez, vous comprenez que vous avez un peu plus de 100 000, 150 000, 200 000, je crois, je ne sais pas la calculatrice, mais vous avez un peu plus d'éléments qui travaillent, l'argent qui travaille pour vous. OK? 6 millions et plus de 5 millions, vous avez 60% de retour sur investissement sur 12 mois. Pourquoi nous vous mettons un schéma comme celui-ci? C'est parce que nous avons fait ce schéma à une échelle de rentabilité plus grande. Parce que l'investissement précédent, nous avons permis aux gens de toucher 50% en seulement 7 mois. Et nous avons totalement remboursé. Nous avons permis aux gens de toucher 100% sur 12 mois. Nous sommes à près de 45 à 50% de remboursement déjà effectif. Nous voulons densifier nos investissements dans un business model qui fonctionne, qui marche. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir un deuxième point. Rejoignez-nous dans cette aventure. Aidez-nous à créer les emplois en Afrique, au Cameroun. Aidez-nous à rendre compétitif le niveau de la restauration au Cameroun. Nous avons pris une expérience, nous voulons la valoriser, nous avons besoin de vous. Venez avec nous, investissez avec nous et vous allez gagner également en termes de retour sur investissement avec nous. Aucune banque, aucun organisme financier ne peut vous donner ces éléments. Aucun. Aujourd'hui, nous avons en ce moment donné une frayeur au niveau des investissements, des sociétés, je tairai le nom, qui vous donnent plus, mais dont vous avez vous-même, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on produit sur le terrain? Quel est le véritable produit? Ici, nous avons un produit, nos investisseurs viennent dans nos restaurants, ils s'assoient, ils consomment et ils sont fiers de voir ce qu'on crée dans la communauté. Ils sont fiers de voir ce qu'on crée, on réalise dans l'environnement camerounais. Venez travailler avec nous, investissez avec nous et permettez-nous de pouvoir, à travers l'expérience et l'intelligence qu'on a acquis sur le terrain, de pouvoir augmenter les marges de manœuvre, créer les emplois et de gagner tous ensemble. Si vous souhaitez effectivement investir, le numéro qui va s'afficher là, contactez-le, ou le lien qui va s'afficher, contactez-le. On signera un contrat tous ensemble et vous aurez les rapports effectivement trimestriellement pour permettre de comprendre comment se fait le truc. Et le partage d'expérience va se faire également que vous puissiez comprendre comment évoluent les activités. Donc rejoignez-nous. J'espère pouvoir avoir partagé un ensemble d'informations capitales et importantes qui vous aura permis de comprendre les points forts de rentabilité de la restauration, mais surtout les plus grands pièges qui font que plus de 65% de gens échouent et ferment leur restaurant avant les 2 premières années. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que vous allez nous rejoindre pour l'aventure, pour investir avec nous. Et j'espère véritablement faire partie de cette aventure avec vous et qu'ensemble, nous puissions créer les emplois encore et surtout rentabiliser ensemble. Merci infiniment et rendez-vous à la prochaine dans les investissements. Merci.